Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour tous les participants, bienvenue. Merci de nous joindre aujourd'hui. Salut tout le monde, merci de nous joindre. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Parfait, merci de nous joindre aujourd'hui. Merci tout le monde de nous joindre. Pendant qu'on attend le début de notre webinaire, si vous pouvez dans le chat partager votre organisation et pays, comme ça nous pouvons savoir qui est là aujourd'hui et échanger un peu comme communauté. Donc, si vous pouvez dans le chat ajouter votre organisation et pays. Bonjour tout le monde. Comme noté dans le chat, veuillez partager votre organisation et pays. Et on va attendre juste 1 ou 2 minutes. Mais la boîte questions-réponses, on va garder ça pour les questions pour le présentateur. Donc, s'il vous plaît, utilisez le chat pour vos introductions. OK. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Liz Kiriakou. Je suis Senior Program Manager pour notre portefeuille francophone pour le projet Accelerating Support to Advanced Local Partners 2, donc ESAP 2. Aujourd'hui, nous avons un webinaire basé sur les rapports de dépenses ou Expenditure Reporting. Nous avons quelques diapos d'introduction. Donc, tout d'abord, je voudrais partager que nous avons les webinaires à la demande sur notre site web ESAP. Donc, voici le lien, intrahealth.org, ESAP Resources. Et c'est sur ce site web où nous avons plusieurs webinaires en 3 langues, y compris français. Et ils sont tous disponibles en français, anglais et portugais. Et nous avons, par exemple, les webinaires de ER et HRH de l'année passée et aussi autres webinaires, comme sur le développement du business et autres sujets. En plus, si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger un PDF de la présentation sur la boîte ici, Presentation Slides. Et aussi, nous avons les enregistrements de chaque webinaire. Donc, par exemple, après le webinaire aujourd'hui, on va diffuser et circuler le PDF des diapositives et aussi nous allons avoir l'enregistrement du webinaire disponible sur notre site web. Aujourd'hui, nous avons un présentateur du jour. Je suis très honorée de vous présenter notre présentateur Tega Dominique Mba, qui a joué un rôle important dans le projet ESAP pendant plus de 2 ans en tant que notre conseiller principal en gestion financière et conformité basé au Cameroun. Il a également animé un certain nombre de webinaires ESAP, y compris les webinaires ER et HRH de l'année dernière. Donc, nous sommes très chanceuses de le revoir. À vous, Dominique. Merci, Liz. Prochaine diapo. Et soyez bienvenus à tous nos participants à ce webinaire sur le rapport de dépenses. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, il y a certaines questions qu'on doit répondre. On doit toujours utiliser les boîtes de dialogue, les boîtes de discussion
pour répondre à ces questions. Et ces questions, il y a certains parmi les participants qui ont eu à préparer ce rapport de dépenses. Donc, pour ceux qui ont eu à préparer, on aimerait aussi savoir le plus grand défi en matière de rapport de dépenses au cours des années précédentes. Mais ceux qui sont en train de vouloir préparer ce rapport de dépenses pour la première fois, il y a aussi une question pour eux. Quelles sont vos plus grandes préoccupations si vous êtes en train de vouloir préparer ce rapport pour la première fois? Donc, on vous accorde 30 secondes, 1 minute. Utilisez la boîte de réponse, la boîte de discussion pour apporter vos réponses. Écrivez dans la boîte du dialogue. Merci beaucoup. Donc, utilisez la boîte de dialogue pour répondre aux questions suivantes. Quel a été votre grand défi en matière de rapport de dépenses au cours des années précédentes? Ça, c'est pour ceux qui ont eu à préparer ce rapport. Mais pour ceux qui sont en train de vouloir préparer le rapport de dépenses pour la première fois, quelle est votre plus grande préoccupation si vous faites un rapport de dépenses pour la première fois? Merci. Utilisez la boîte de discussion pour répondre à ces questions. Oui, merci tout le monde. De répéter ce que Dominique a dit, si vous pouvez utiliser le chat pour répondre à la question sur le diapo. Quel a été votre plus grand défi en matière de rapport de dépenses au cours des années précédentes ou quelle est votre plus grande préoccupation si vous faites un rapport de dépenses pour la première fois? Donc, si vous pouvez ajouter vos réponses sur le chat et comme ça, on peut voir quels sont certains défis du groupe. Donc, si vous pouvez tous répondre dans le chat. Nous avons reçu une réponse et vous êtes encouragés de tous répondre dans le chat. Donc, tout le monde est encouragé de répondre à ces questions. Ceux qui ont eu à préparer ce rapport de dépenses dans les années précédentes, ceux qui sont en train de vouloir préparer ce rapport pour la première fois. Ça, c'est aussi le moment pour vous écouter. Écrivez quelles sont vos grandes préoccupations, quels sont vos grands défis en ce qui concerne ce rapport de dépenses. Merci. Sinon, voilà les questions, voilà les défis. Dans l'ensemble, il y a certaines questions qu'on doit se poser en préparant ce rapport de dépenses. Certains peuvent aussi se poser cette question. Existe-t-il des taux ou des écarts acceptables pour le budget par rapport aux dépenses? Y a-t-il des attentes pour certains seuils? Comment le gouvernement américain utilise-t-il ces données? Comment les partenaires de mise en œuvre devraient-ils utiliser les données? Donc, voilà autant de questions qu'on pouvait faire face. Voilà autant de préoccupations qu'on pouvait faire face quand on est en train de vouloir préparer ce rapport de dépenses. Et dans les diapos qui suivent, on aura la possibilité de répondre à certaines de ces questions. On aura la possibilité aussi de vous écouter par rapport à la présentation, s'il y a des questions. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on peut avoir comme question, comme défi en ce qui concerne ce rapport de dépenses. Merci. Diapo. Donc, pour l'ordre du jour, il y a ce mot de bienvenue et
qui a été énoncé par Lise. On va passer aux premières présentations du jour. Une présentation sur le cadre financier de PEFA. 2, on va s'entretenir sur les exigences, les nouveautés en ce qui concerne le rapport pour l'année 2022. Il y a certaines ressources pour accompagner les partenaires de mise en œuvre. C'est aussi en troisième lieu qu'on va essayer d'aborder ce sujet sur les ressources. Et maintenant, comment utilise-t-on ou bien utilisation des données financières par le gouvernement américain? Qu'est-ce qu'ils font? Et on va aussi achever avec un point de vue d'un partenaire de mise en œuvre. C'est une pratique. Ce sont les questions communes, ce sont les défis, les meilleures pratiques qu'on va partager avec vous. Et pour la 16e, pour clôturer, il y aura une séance de questions, de discussions. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne ce cadre financier du PEFA, ce cadre financier du PEFA, ça aide à augmenter la fiabilité, la convivialité et la qualité des données financières. Ça améliore la responsabilité, l'efficacité des programmes. Et sinon, ça crée un lien entre le plan opérationnel, le budget central au niveau de la mise en œuvre des différents programmes, exécution de ces différents budgets jusqu'au niveau où on établit ce rapport financier. Prochaine diapo. Donc, voilà comment se déroule la planification annuelle. Donc, ça commence d'abord avec la stratégie, le budget au niveau stratégique, où on doit déterminer le montant annuel de chaque mécanisme. Il y a aussi, on détermine aussi le niveau de financement qui doit être alloué au domaine de programme et bénéficiaires. On aura le temps de rentrer un peu en détail en ce qui concerne le domaine de programme. Qu'est-ce qu'il s'agit et les différents groupes de bénéficiaires. Sinon, à partir de stratégie et budget, là, on doit aussi élaborer le budget d'action. Le budget d'action, ça reprend les différentes interventions du mécanisme de mise en œuvre qui sont détaillées en catégorie de coûts. Quand on aura la possibilité de rentrer un peu en détail dans ce cadre financier, on va aborder quand il s'agit de catégories de coûts. Qu'est-ce qui rentre dans les différentes catégories de coûts? Donc, on aura la possibilité de revoir. Et en troisième lieu, il y a ce rapport de dépenses. Donc, les dépenses sont rapportées sous la base des interventions qui sont identifiées dans le budget du plan de travail. Donc, c'est un processus qui se répète chaque année. Ça découle. Pardon, Dominique, on t'a perdu vite. Si vous pouvez répéter cette dernière partie. OK, merci beaucoup. Donc, ça veut dire la planification, c'est 3 étapes. Il y a d'abord l'aspect stratégique. Pardon, Dominique, si vous pouvez peut-être approcher votre microphone un peu plus. OK, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, ça va, merci. OK, merci. Donc, il y a 3 étapes en ce qui concerne cette planification financière. On commence d'abord avec, au niveau stratégique, le budget. Donc, au niveau du plan opérationnel, on doit d'abord identifier le montant annuel pour chaque mécanisme. Et maintenant, on va aussi déterminer le niveau de financement pour chaque intervention. Quand il s'agit d'intervention, c'est domaine, programme et bénéficiaire. On aura le temps, quand on va revoir le cadre financier de PEFA, on va encore revoir quand il s'agit du domaine de programme, quels sont les éléments qui rentrent dans le domaine de programme, et aussi on aura la possibilité. Pardon, Dominique.
encore, ça vient, ça passe. Donc, je ne sais OK. pas si vous pouvez peut-être aller doucement sur le sujet, cette troisième partie. OK. Merci beaucoup. Pour la deuxième partie, on parle c'est le plan d'action. Et le plan d'action, nous avons les interventions de mécanismes qui sont détaillés par catégorie de coûts. Quand il s'agit de catégories de coûts, on aura la possibilité de revisiter dans les diapos suivantes en ce qui concerne le cadre financier de PEFA. Donc, pour le cadre financier PEFA, première classification, on parle de domaine programme. En ce qui concerne le domaine de programme, il s'agit de 6 domaines. Dans ces 6 domaines, il y a 4 qui sont au niveau du site, donc au niveau où les prestations sont faites. Il y a un qui est au niveau de hors site et le troisième est au niveau de la gestion de programme. Donc, on aura la possibilité de rentrer un peu dans les diapos pour l'explication. Donc, pour cette première classification, le cadre financier, Pardon, il y a, on t'a perdu après le troisième nombre. Donc, si oui, vous... je suis en train de reprendre. Donc, pour cette classification de cadre financier, il s'agit de 6 catégories différentes. Il y a 6 catégories. Il y a les domaines, il y a les catégories, il y a les domaines au niveau du site, ou bien les activités au niveau du site, donc le dépistage, la prévention, soins et traitements et le programme socio-économique. Ça, ce sont les activités au niveau du site. Il y a un autre domaine qui est hors site et le 6e, c'est la gestion de programme. Prochaine diapo. Donc, à ce qui concerne l'organisation, OGAC définit une organisation comme une organisation distincte de ressources orientées vers un objectif stratégique. Donc, on vient de voir, il y a 6 principaux domaines de programme. Il y a la prévention, dépistage, soins et traitements, et programme socio-économique, programme aussi et gestion de programme. Donc, tout ça sont les différents domaines de PFA qui aident à atteindre, maintenir et contrôler l'épidémie de VIH et SIDA. Donc, pour les différents programmes, les programmes sont liés à la lutte contre le SIDA. Quand on parle de dépistage, c'est le dépistage du VIH. Prévention, c'est prévention du VIH. Mais sinon, à partir de l'année dernière, et ça se suit cette année, il y a quand même une modification, un changement. Il n'y aura pas ce domaine de programme orphelins et enfants vulnérables. Désormais, ils sont remplacés par le programme socio-économique. Et les orphelins et les enfants vulnérables sont désormais placés en tant qu'un groupe de bénéficiaires. Prochaine diapo. Maintenant, on va un peu aller en détail en ce qui concerne ce domaine de programme. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a les activités au niveau de site, il y a les activités hors site. Quand il s'agit des activités au niveau de site, ce sont les activités qui se produisent au point de prestation. Donc, dans la formation sanitaire ou dans les communautés, donc
les activités sont menées directement au niveau de site. En ce qui concerne les activités qui sont hors site, là, il y a la gestion de programmes, information stratégique, la surveillance et renforcement du système de fonctionnement. Donc, si on rentre dans ces 6 principaux programmes de PEFA, il y a 4 qui se déroulent au niveau du site. Et ces 4 sont la prévention, le dépistage, soins et traitements et les programmes socio-économiques. Maintenant, il y a d'autres activités qui ne se passent pas au niveau du site, mais c'est hors site. Donc, cela, il y a la gestion du programme. On vient de lister les différentes activités, la surveillance, l'information stratégique. Ça, ce sont les activités qui se passent hors site. Prochaine diapo. Donc, voilà, on vient d'aborder la toute première, classification de cadre financier PEFA sous la base de domaine de programme. On passe aux deuxième classification. Et cette deuxième classification, c'est les bénéficiaires. Et les bénéficiaires sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe démographique, il y a un autre groupe qui est un groupe ciblé. Dans les prochaines diapos, on va rentrer un peu en détail pour voir en ce qui concerne ce groupe démographique. Quels sont les différents éléments qui rentrent dans ce groupe démographique? Et en ce qui concerne le groupe ciblé, quels sont les différents éléments qui rentrent dans ce groupe ciblé? Prochaine diapo. Qu'est-ce qu'on peut retenir? En ce qui concerne les différents groupes de bénéficiaires, il existe 7 grands groupes, 7 bénéficiaires. Donc, 3 sont classés selon les caractéristiques démographiques et 4 selon d'autres critères. Donc, en ce qui concerne la classification démographique, là, il y a l'aspect de sexe, il y a l'âge et il y a aussi population non ciblée. Il y a les hommes et les femmes. Et maintenant, il y a aussi une autre critère qui sont pour cette population qui est la population ciblée. Ou bien on peut appeler population clé. Ici, on trouve les femmes enceintes et allaitement, les populations propriétaires, les orphelins et les enfants vulnérables. Donc, lors de la détermination d'une bénéficiaire appropriée, on doit d'abord s'assurer. Est-ce qu'il s'agit de... on doit d'abord vérifier si ça fait partie d'un groupe ciblé ou bien ça fait partie d'un groupe de bénéficiaires démographiques. Si on prend par exemple le cas d'une femme enceinte, elle est d'abord femme, normalement, dans le premier groupe démographique, si on tient compte des caractéristiques démographiques. Bonjour, Dominique. Allô? Oui, si vous pouvez approcher encore le microphone et continuer doucement, parce que je crois que ça vient, ça passe. OK. Là, je vais reprendre au niveau du groupe cité. Non, vous pouvez reprendre sur la femme enceinte, l'exemple de femme enceinte. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne la femme, donc s'il faut terminer la classification d'une bénéficiaire appropriée, bénéficiaire appropriée.
bénéficiaire approprié, on commence d'abord par chercher, par vérifier si le bénéficiaire fait partie de groupes ciblés ou bien fait partie de groupes démographiques. Si on prend par exemple le cas d'une femme enceinte, elle est d'abord femme, on pouvait la classer dans le groupe démographique, mais c'est mieux de le classer dans un groupe ciblé comme le groupe de femmes enceintes et allaitement. Allô? Oui, Je sais on est pas là. si le son OK. C'est un peu difficile de vous entendre. Dominique, peut-être si vous pouvez nous quitter et revient. Allô? C'est mieux? Vous me suivez? Maintenant, on peut vous suivre. OK. Donc, je vais continuer. En ce qui concerne Yannick, on voit vos commentaires. C'est à vous de aussi dire si il y a une amélioration dans la qualité ou bien je ne sais pas si ça va mieux. Si ça va mieux, Oui, je pense que ça va mieux. côté participant. OK, Oui, merci beaucoup Yannick. ils ont dit sur le chat que c'est mieux. Merci. Est-ce qu'il pense que je dois reprendre certains diapos avant ce diapo ou bien je peux juste continuer parce que on est en train de revoir. Non, je crois que tout le monde a dit d'allez-y. Donc, Oui. je pense qu'on peut prendre de ce point. OK, d'accord. Donc, on vient de voir ce cadre financier PEFA. On a d'abord commencé avec les domaines de programme. On vient d'aborder le groupe de bénéficiaires. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention du cadre financier, donc il s'agit de domaines de programme. Pardon de vous interrompre. Tout le monde a dit de reprendre le dernier diapo. Donc, voici si on peut reprendre et après continuer. Merci, Dominique. Merci tout le monde. Merci, merci. On est à votre disposition. Donc, si on peut, ici, on est en train de... Ça, c'est la deuxième classification du cadre financier. Donc, il s'agit de bénéficiaires. Il s'agit de 7 grands groupes de bénéficiaires. Donc, 3 sont classés selon les caractéristiques démographiques et 4 selon d'autres critères. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques démographiques, là, on tient compte du sexe, de l'âge. Sinon, ici, on a un groupe de population non ciblé. Il y a un autre groupe de femmes et des hommes. Ça, c'est tout premier groupe, selon les caractéristiques démographiques. Deuxième groupe, qui est classé selon d'autres caractéristiques. Donc ici, il y a la population clé, les femmes enceintes et allaitement, les populations prioritaires et les orphelins et les enfants vulnérables. Donc, pour la détermination d'un bénéficiaire approprié, donc il est d'abord important de vérifier si ce bénéficiaire fait partie d'un groupe de bénéficiaires ciblés avant de vérifier si le bénéficiaire fait partie du groupe démographique. Par exemple, une femme enceinte, elle est d'abord femme. Si on tient compte des caractéristiques démographiques, on peut forcément la mettre dans cette catégorie, soit dans la population non ciblée, ou bien on met dans, mais comme c'est femme, on met dans la catégorie des femmes. Mais c'est une femme enceinte
Donc, on commence d'abord à vérifier selon d'autres caractéristiques. Donc, on commence à vérifier selon les caractéristiques dans ce groupe de bénéficiaires ciblés. Donc, en vérifiant, on trouve que non, c'est plus mieux de classer cette femme enceinte dans le groupe de bénéficiaires ciblés au lieu de la classer dans le groupe de bénéficiaires selon les caractéristiques démographiques. Donc, voilà comment, s'il faut toujours déterminer un bénéficiaire approprié, on commence toujours avec un groupe de population ciblée avant de considérer groupe selon les caractéristiques démographiques. Merci beaucoup. Donc, on vient d'aborder le domaine des programmes et bénéficiaires. Donc, quand il s'agit d'une intervention de cadre financier PFA, on considère ces deux éléments. Domaine de programme plus bénéficiaire, ça fait une intervention. Domaine de programme plus bénéficiaire, ça fait une intervention. Donc, quand on voit, première colonne, ça c'est domaine de programme, et il y a un sous-domaine de programme, ça c'est groupe de bénéficiaires, il y a un sous-groupe de bénéficiaires. Donc, pour cette première intervention, on parle de dépistage, c'est une activité au niveau communautaire. On est en train de... Pardon, Dominique, si vous pouvez encore approcher le micro et continuer doucement. Merci. OK. Merci beaucoup. Donc, quand il s'agit quand il s'agit d'une intervention dans ce cadre financier PFA, il s'agit de domaine de programme plus bénéficiaire. Donc, quand on parle d'une intervention, c'est ces deux éléments ensemble, domaine de programme et bénéficiaire. Mais quand on rentre même dans un domaine de programme, on peut avoir un sous-domaine de programme. Comme on peut avoir un bénéficiaire et un groupe de bénéficiaires et un sous-groupe de bénéficiaires. Donc, il y a cette guide de référence de la classification financière PFA qui est disponible sous Datim, qui peuvent aussi aider pour la définition complète des domaines de programme, des groupes de bénéficiaires et catégories de coûts. Mais si on prend par exemple, c'est quand on a première intervention, c'est le dépistage. Le dépistage, ça c'est le domaine de programme et le sous-domaine de programme, c'est une activité qui se passe au niveau d'une communauté. Et le premier groupe groupe de bénéficiaires, c'est la population clé et un sous-groupe qui est les travailleurs de sexe. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir quand on est en train de préparer ce rapport de dépenses? Lorsque vous réfléchissez à la façon de classer vos dépenses de l'exercice précédent, la première étape consiste à sélectionner le domaine de programme. Donc, on commence toujours par le domaine de programme. Quand il s'agit de domaine de programme, il y a la prévention, il y a le dépistage, il y a soins et traitements, il y a programmes socio-économiques. On commence toujours par le domaine de programme. Et il est aussi important de se rappeler que vous devez toujours travailler de haut vers le bas sur le modèle, en sélectionnant d'abord le domaine de programme suivi par le bénéficiaire et ensuite les catégories de coûts. Donc voilà la manière de travailler. On commence toujours avec, si c'est une activité de dépistage, oui. Quels sont les bénéficiaires et dans quelle catégorie de coûts que dans quelle catégorie de coûts qu'on peut classer
dépenses. Prochaine diapo. Donc, voilà, troisième catégorie. Troisième classification en ce qui concerne le cadre financier PEFA, il y a catégorie de coûts. Donc, qu'est-ce que le partenaire de mise en œuvre achète avec son argent? Il y a le coût direct, il y a personnel, les fringes, travel, les équipements, les fournitures, et il y a aussi le coût indirect. Donc, voilà les trois différentes classifications de cadre financier. Classification selon le domaine du programme, classification selon le bénéficiaire et classification selon la catégorie de coûts. Et voilà comment on doit aussi procéder quand il faut remplir ce modèle de rapport de dépenses. Domaine de programme, quels sont les bénéficiaires et la catégorie de coûts. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un sujet spécifique de ce que le partenaire mis en œuvre achète avec son argent, c'est ça quand il s'agit de catégories de coûts. On veut voir qu'est-ce que vous achetez avec votre argent. Mais sinon, il existe différentes catégories de coûts directs et un de coûts indirects selon le coût de total de subvention et la somme de ce coût direct et le coût indirect. Et n'oublions pas que quand on est en train de regarder le coût, il y a cet élément de l'admissibilité. Donc, cela signifie que tous les coûts doivent être déclarés sous le coût direct ou bien le coût indirect. Merci. Prochaine diapo. Donc, voilà un formulaire de rapport de dépenses. Quand on prend ce qu'on vient de faire, cette catégorisation d'intervention 2, au début, il y a d'abord domaine de programme, il y a après domaine de programme, il y a bénéficiaire et on finit par catégorie de coûts. Et c'est comme ça qu'on doit remplir. Parce que j'ai vu dans la boîte de dialogue, c'est un demande si on peut utiliser l'exemple. Voilà un exemple qui est devant nous. Ça, c'est une activité de dépistage. Et là, le groupe de bénéficiaires, ce sont les hommes. Et maintenant, il y a ce coût qui est engagé pour ces activités qui est éclaté maintenant par catégorie de coûts. Il y a une partie pour le salaire de staff qui travaillent directement sur ces activités. Il y a les fringes, il y a les voyages, il y a aussi les achats de médicaments et toutes autres dépenses engagées pour réaliser ces activités dans cette intervention. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, ce qu'on doit retenir, il n'y a pas une approche de taille unique. Donc, ça veut dire il n'y a pas, on applique ce qui marche pour plus de détails. Plus de détails ne signifie pas nécessairement de meilleurs rapports. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a plus de détails, ça veut dire qu'on a le meilleur rapport. On doit déclarer les dépenses au niveau auquel on a budgétisé généralement. On doit se concentrer sur les résultats de programme plutôt que sur les entrants. Et le gouvernement américain garantit des interventions similaires à travers des mécanismes similaires. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Prochaine diapo. Donc, il y a une note sur le détail, sur le niveau de détail. Donc, en somme, il y a un maximum de 35 interventions qui peuvent être saisies dans cette formulaire. Et USAID
adoptent différentes approches pour sélectionner les interventions. Il y a les interventions fractionnées pour mettre en évidence l'étendue et la profondeur des activités programmatiques. Et d'autre part, il y a les interventions qui sont groupées pour montrer une image plus cohérente. Prochaine diapo. Donc, voilà un exemple à retenir. Premier exemple, un partenaire de mise en œuvre effectue un mélange de prestations de services cliniques, service delivery, et de prestations de services non cliniques, non service delivery, donc environ 80% pour les prestations de services cliniques et 20% pour les prestations de services non cliniques. Donc, faut-il regrouper ou diviser les dépenses? Donc, voilà la réponse. En supposant qu'il s'agit d'un travail général de soins et traitements, il est suggéré de regrouper tous les fonds sur les prestations de services cliniques. Donc, il y a un niveau de détail qu'on ne peut pas, il ne faut pas qu'on part au-delà, parce que dans ce cas, c'est une partenaire qui effectue une mélange des activités, mais la grande partie de ces activités sont menées au niveau de prestations de services, 80%. Donc, est-ce qu'on doit, peut-il regrouper, diviser les dépenses? Donc, la réponse est non. Comme la grande partie est sur ces prestations de services, donc c'est mieux, il suggère de regrouper tous les fonds dans cette sous cette prestation de service. On prend un deuxième exemple. Un partenaire de mise en œuvre paye des activités cliniques qui bénéficient principalement à la population générale. Mais en moyenne, pour l'année, environ 30% des clients sont des femmes enceintes et allaitement. Une population importante dans la mise en œuvre du programme. Regrouper ou bien diviser les dépenses. Suggérer de diviser la location de dépenses en deux, 70% pour la population non ciblée et 30% pour les femmes enceintes. Donc, voilà ce deuxième exemple. C'est une activité qui est menée. Ça touche une population. Avant, le diapo avant ça, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Please, the slide before this one. Thank you. Donc, voilà une activité qui est menée par un partenaire de mise en œuvre. Et ça touche principalement à une population un peu générale, mais au moins, dans cette population générale, on trouve 30% qui font partie de cette population ciblée, les femmes enceintes et allaitement. Donc, est-ce qu'on va regrouper? On va diviser? Oui. Comme on peut déjà identifier qu'il y a 30% pour les femmes enceintes, on peut déjà allouer 30% de ces dépenses pour leur catégorie de femmes enceintes et 70% pour la population non ciblée. Je vous remercie. Prochaine diapo. Là, on peut prendre certaines questions. Oui, je te repasse la parole, Lise. Merci. Merci beaucoup, Dominique, pour la présentation à ce point. Et merci pour votre patience. Je sais que parfois, nous avons des problèmes de connexion, mais ça va maintenant. Et aussi, avant d'accepter vos questions, je voudrais confirmer que après cette présentation aujourd'hui, on va circuler les diapositives, la présentation d'aujourd'hui avec un enregistrement du webinaire aujourd'hui. Donc, vous allez tous avoir accès à ces ressources avec des autres. Et je peux aussi confirmer qu'en ce moment, nous sommes en train de traduire des guides et les tips and tricks, par exemple les kits en français pour vous aider avec le processus de remplir
votre template de IR. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager. Donc, à vous maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter sur la boîte Q&A, question and answer. Ou bien, si vous voudriez lever la main, on peut prendre vos questions maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Vous êtes encouragé de lever la main, ajouter des questions sur la boîte Q&A. OK, donc nous avons 2 participants avec la main levée. Donc, Sylvie, je vais allumer votre micro maintenant. À vous, Sylvie. Sylvie, you could go ahead and unmute yourself. There we go. Oui, à vous, Sylvie. Vous avez la parole. S'il vous plaît, il y a ceux qui ont levé la main. Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. OK. Oui, Merci. Sylvie, on vous entend, Sylvie. OK. Bon, Sylvie a des problèmes de connexion, donc peut-être à Basilis Indarisabi. À vous. Si vous pouvez allumer votre micro et demander votre question. Basilis. Pour vous, avec la main levée, vous devriez allumer votre microphone. Donc, Basilis, si vous pouvez allumer votre microphone. Voilà, on vous entend. Oui, maintenant, on vous entend. Oui, Basilis. OK. Pardon, moi je m'excuse. Je n'avais pas levé la main. Peut-être que j'étais en train de chercher qui avait levé la main. Mais sinon, je n'ai pas de questions pour le moment. OK. Aucun problème. Merci, Basilis. Merci OK. aussi. Donc, à vous, Georges Aurel. Georges Aurel, si vous pouvez allumer le micro et demander votre question. Georges Aurel Banga, si vous pouvez allumer le micro et demander votre question. Allô? Oui, Georges, allez-y. Merci. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Oui, je voudrais parler à propos des différents coûts directs et coûts indirects. De quoi se constituent les coûts indirects? Parce que les coûts directs, ils sont détaillés. Je voulais savoir si dans les coûts indirects, les dépenses qui peuvent être perçues en coûts directs sont aussi intégrées dans les coûts indirects. Je ne sais pas si je me fais comprendre. OK, merci, Georges. Dominique, êtes-vous confortable de répondre ou on peut passer la question à nos collègues? OK. Si je peux essayer de répondre à Georges. Merci pour la question. La question OK, est... évitement, Dominique. Pardon. Erin, notre représentation de USAID Washington, Erin Dunlap, the question was on different indirect costs OK. and how they're integrated. Donc, à vous, Dominique, et après, si on a besoin de compléter, on va passer la parole. Donc, à vous, Dominique. Oui, en ce qui concerne le coût direct, ils sont bel et bien détaillés. Mais en ce qui concerne les coûts indirects, ce sont les coûts qui rentrent toujours dans la mise en œuvre du projet, mais on ne peut pas les déterminer d'une manière comme c'était le coût
le coût direct. Mais cela rentre dans la mise en œuvre du projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ce que je voulais juste ajouter, ça fait partie d'une proportion de ce coût direct. De ce coût indirect c'est une proportion de ce coût direct. Et il y a aussi cette possibilité de balancer à partir du coût direct pour le coût indirect et vice-versa. Mais avant de le transférer, il faut au moins une autorisation. C'est ce que moi, je peux apporter. Peut-être ceux au niveau de USAID peuvent apporter plus d'explications. Merci. OK, merci. Ok, c'est compris. OK, parfait. Donc, aussi, nous avons une question de Young Alfred. Donc, à vous, Young Alfred, si vous pouvez allumer votre micro. Young Alfred Feng, allez-y, s'il vous plaît, on vous entend. Ok, bonjour à tout le monde. J'espère que vous me suivez de l'autre côté. Ma préoccupation est de savoir, dans les cas de financement du projet de l'USAID, est-ce qu'il est possible d'avoir un coût indirect pour les sous-récipiendaires? Lorsqu'on fait le budget, est-ce qu'on doit aussi considérer qu'ils peuvent avoir les coûts indirects qui ne sont pas généralement prévus? Voici ma question, merci. Merci beaucoup. Je peux déjà commencer. Juste pour dire. Vivement, Dominique, est-ce que vous pouvez traduire la question pour Aaron? Yes. Okay. Yeah, they're like saying when it comes to this indirect cost, is it possible that this indirect cost could be extended to the sub-grantees? I think that is his question. But I just wanted also you see, like, I know it's a very interesting question, and we are looking at expenditure reporting. I think looking at the two questions that we've had so far, there is a need for at least a session on indirect costs. Okay. So, Aaron, are you comfortable answering in the chat a little bit about indirect costs? Then I can translate. The question was, when it comes to indirect costs, is it possible that these indirect costs will be extended to subgrantees? And I'm not sure, Aaron. So can I respond to you, or would you like me to respond in the chat? Sure, go ahead and respond. Dominique, si vous pouvez traduire Dominique pour. Okay, I will do just that. Thank you. Okay, if you can take notes. Okay, please go ahead, Aaron, and then Dominique will translate. So indirect costs are costs incurred by an organization. So every organization incurs indirect costs just to do business, whether it's with USAID or any other entity. You incur indirect costs as an organization and as an entity. So I would expect that every organization would be charging indirect costs, regardless if they are a prime partner, a sub-partner, a grantee, whatever that may be. I would expect every organization to have indirect costs, if that answers the question, I think. Okay. Donc, nos collègues du côté de USAID viennent de nous éclairer sur cet élément de coût indirect. Donc, le coût indirect, c'est toute l'organisation. Toutes les organisations ont besoin de ce coût indirect pour leur fonctionnement, même au niveau du bénéficiaire principal, comme au niveau de sous-bénéficiaires ou bien sous-partenaires. Et
quand il s'agit de coûts indirects, ce n'est pas seulement le bailleur ou bien le gouvernement américain où on fait face à ce coût indirect, mais sinon, avec d'autres bailleurs, le coût indirect, c'est un coût normal dans le fonctionnement d'une organisation. Donc, ça veut dire, normalement, un sous-bénéficiaire aussi a droit à ce coût indirect. If I miss out something, you could correct me, Liz. Thank you. OK. Non, je pense que c'est bien capturé, c'est-à-dire que les coûts indirects sont vraiment quelque chose qu'on va voir avec chaque organisation parce que tout le monde doit charger des coûts indirects. Donc, oui, on va voir si aussi les sous-partenaires vont utiliser les coûts. Alors, apporte le truc, ça. Et aussi, juste... Si chez vous, surtout avec l'Internet. OK, une minute, je crois que... OK. Et j'ai reçu beaucoup de questions sur le chat sur l'enregistrement de ce webinaire et aussi la présentation. Je veux confirmer qu'on va circuler la présentation avec l'enregistrement du présentation après le webinaire. Aussi, nous avons le template nouveau disponible sur Zendesk. Donc, vous pouvez trouver le nouveau template de ER sur Zendesk. C'est maintenant disponible. So that was Aaron. We're getting some questions on the new template, when it's available and where. And I was just sharing that it's now available on Zendesk. I'm going to go ahead and put the link in the chat to the new template. OK, donc de confirmer aussi, on va partager le lien au nouveau template ER. Donc, merci pour les questions. On va partager le lien sur le chat. Ça vient de notre collègue Susan Melnick. Donc, si vous voudriez accéder, le nouveau template ER, c'est lié sur le chat. OK, donc nous avons quelques autres questions. Donc, on va prendre peut-être une ou deux questions de plus. Donc, Geno, si vous pouvez partager votre question en allumant votre microphone. Geno? À vous, Geno, on vous entend. OK, je crois que Geno n'est pas connecté. Geno, vous êtes là? Oui, Geno, on vous entend maintenant? OK, est-ce que c'est bon? OK, oui, on vous entend. Allez-y. OK, s'il vous plaît, je voudrais parler, continuer sur la question de mon collègue tout à l'heure. Il a parlé des coûts indirects. Et moi, je voudrais plus faire référence sur les de minimis, par exemple, et que USAID paye quand il s'agit des allocations fixes, ce qu'on appelle fixed award amount. Si c'est un fixed award amount et que les de minimis sont payés, OK, donc vitement, laissez-moi essayer de traduire. Dominique, si vous êtes là aussi. I think the question, Aaron, is on de minimis, and in particular, indirect costs captured in a de minimis USAID fixed amount award. And so I think the question is maybe how to capture that indirect cost. Okay, the answer to that question. that is it possible to share that cost with the subrecipient? Do we share it with subrecipient also? Right. So that's exactly, I think, the answer is if
So are you talking about your organization in the de minimis or the subrecipient's de minimis? No, I'm talking about because if I am a recipient, a major recipient, then I have sub-recipients, and the award is a fixed award amount, and I am entitled to the minimis that is paid extra to the fixed award amount. Am I supposed to share this de minimis with my sub-recipients? Yeah, okay, so that's a great question. So regarding fixed amount awards, which is a contract type, it's a contract type. Not every organization works on a fixed amount award. You will know if you have a fixed amount award or not. If your project is a fixed amount award, or an FAA as we call it, you are technically not required to complete expenditure reporting. However, I do want to be clear that we are concerned if we do not have financial data from your organization programmatically, if you do not submit to ER. So this is sort of an inconsistency with the contract type and the requirement that we need to capture every single dollar spent in PEPFAR. So I would discuss this requirement with your AOR or COR, or your COR in this case, because while it is not contractually required, it does benefit you as an entity to be able to demonstrate the impact of what you are doing. Otherwise, if we do not have data for your organization, there's not a way for us to discuss how you are working programmatically. Expenditure reporting is not an audit. We are not trying to audit you with this. This is not the point of ER. Expenditure reporting is to understand investments from a programmatic perspective. So I think to answer your question is really more about the requirements for organizations that have fixed amount awards. If you do not report, that's legally, I mean, USAID cannot hold that against your organization if you do not submit an expenditure report. However, many organizations still do complete the ER requirement because you are able to tell the story about what your organization does by completing this requirement. If you do complete this requirement for ER, you will report the de minimis in the program management program area underneath the indirects cost category. So that is how you or any of your grantees would report the de minimis if they did submit an expenditure report, if that makes sense to all. So it's a little bit of a complicated answer, and it does sort of talk about fixed amount awards. And I would strongly encourage you to still complete the ER requirement. But if you do not complete it, USAID will not hold that against you. It's just, we no longer can talk about programmatically how you are investing your dollars. And that isn't a conversation that is just within the USAID space. If we are talking about investments in Burundi or investments in Cameroon, we need to understand what all of the partners are doing. So not just your organization, but the other 14 organizations or something that may be working there. If your organization's expenditures are not reported, it's difficult for those of us at USAID to then talk about what your organization is doing programmatically. And I'll stop there. Okay, merci beaucoup. Donc, la réponse qu'on vient de fournir. Et Dominique, si vous pouvez aussi répéter la question. Donc, en ce qui concerne, parce que la question c'était d'abord, est-ce que
quand on est sur un contrat, ça veut dire fixe award amount. Donc, c'est un montant fixe qu'on nous rembourse à chaque fois quand il y a certains livrables qu'on doit fournir auprès de bailleurs. Donc, la question est d'abord, est-ce que nos sous-bénéficiaires ont droit à ce 10%? Et la réponse, c'était d'abord, quand on est sous ce genre de contrat, on n'a pas cette obligation d'abord de préparer ce rapport de dépenses. Mais si on n'arrive pas à préparer un rapport de dépenses, qui est aussi un rapport vraiment important, qui montre les investissements faits sous les activités de programme. Aussi, quand il s'agit de discussions sur la lutte, par exemple, lutte contre le VIH à travers des analyses qui font sur la base de données recueillies, on n'aura pas les données de vos organisations quand vous n'arrivez pas à envoyer bien préparer ce rapport de dépenses. Mais sinon, quand vous préparez ce rapport de dépenses, là aussi, c'est la possibilité de démontrer au moins les dépenses faites du côté de sous-bénéficiaires, et y compris cette coût indirect ou bien le de minimis. Sauf que j'ai raté quelque chose, peut-être mon collègue aussi peuvent ajouter. Merci. Bon, je pense que ça va pour le moment et aussi, je voudrais confirmer que, oui. Et sinon, c'est lui qui a même posé la question, s'il est satisfait avec la réponse. Sinon, peut-être dans la boîte de questions, bien questions et réponses, celui qui a posé la question peut, s'il y aura une autre question, peut aussi le poser. Merci. Oui, merci Dominique. On peut demander si la question était bien répondue, mais en même temps, je voudrais partager que avec les diapos et l'enregistrement de la présentation, on va aussi circuler des questions qui ont été demandées aujourd'hui avec les réponses. Donc, ça va aussi vous aider avec les questions que vous avez proposées aujourd'hui. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps sur les questions. Nous avons plusieurs questions sur la boîte questions-réponses. Donc, si vous pouvez revisiter la boîte questions-réponses, on va répondre sur vos questions directement. Mais pour le moment, nous voudrions continuer la présentation. Donc, si je peux passer la parole à Dominique et remercier Aaron. So Aaron, we will pick up the presentation, but I'll send you some of the questions, and I shared that we will be circulating some of the responses as well to the questions. So thank you all. Donc à vous, Dominique. D'accord, merci beaucoup. Donc, continuons à écrire, poser les questions dans la boîte de Q&A et on aura le temps de répondre parce qu'en envoyant les diapos, on va aussi envoyer les réponses à toutes ces questions qu'on a posées. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, ne vous inquiétez pas, vous aurez les réponses quand on va envoyer cette diapo et les enregistrements. Merci. Donc, on va passer à la prochaine phase, les exigences en matière de rapport de cette année. Qu'est-ce qui est et quelle est la nouveauté? Prochaine diapo. Les principes de base, le processus de rapport de dépenses, dont on doit toujours rapporter les dépenses de l'année fiscale qui vient de clôturer. On doit toujours rapporter les dépenses qui sont, on appelle les dépenses décaissées. Donc, on maintient une comptabilité de caisse. On va toujours faire un rapport annuel en dollars. Et ce rapport de dépenses est fait uniquement pour le financement des PFA. On ne doit pas tenir compte de dépenses sur d'autres projets, même si c'est un projet de paludisme financé par USAID, ou bien si
c'est un projet VIH financé par la Fondation Gates. Mais sinon, le bénéficiaire principal est responsable du téléchargement et de la soumission de tous les modèles de rapport de dépenses, donc y compris ceux pour le bénéficiaire principal et pour les sous-bénéficiaires dans Gates. Donc, pour les définitions complètes des domaines des programmes, bénéficiaires, catégories de coûts, veuillez référer au guide de référence qui se retrouve dans Gates. Merci. Prochaine diapo. Quoi de neuf pour le rapport de dépenses? Il y a une mise à jour, il y a les mises à jour mineures et administratives. Donc, il y a ce guide de référence aussi qui est mis à jour. Mais sinon, un autre élément important, c'est cette transition de DUNS au numéro d'identifiant unique. Donc, à partir d'avril 2022, Sam.gov a annoncé le retrait de son système de numération unique, DUNS, et là, on utilise un numéro unique, numéro d'identification unique. Donc, par conséquence, dans l'onglet Metadata et Errors Check du formulaire de dépense, on devait saisir ce numéro d'identifiant unique qui a été plus tôt. Avant, on utilisait le DUNS number, mais pour cette année, on va utiliser ce numéro d'identification unique. Dominique, on commence de vous perdre. Si vous pouvez approcher le micro un peu. OK, je reprends. Quoi de neuf pour le rapport de dépenses? Il y a le guide de référence qui est aussi mis à jour. Il y a cette transition de DUNS au numéro d'identifiant unique qu'à partir d'avril 2022, SAM.gov a annoncé le retrait du système de numérisation universitaire des données DUNS. Et maintenant, on utilise un nouveau numéro d'identification, le numéro d'identification d'identité unique. Donc, par conséquence, quand il faut remplir ce formulaire de rapport de dépenses, où on saisissait ce numéro de DUNS, là, on va saisir le numéro d'identifiant unique. Où on saisissait ce numéro DUNS, dans l'onglet Metadata and Errors Check, on doit maintenant saisir ce numéro identifiant unique. Et si vous n'avez pas encore reçu votre numéro, veuillez accéder au site sam.gov pour le récupérer. Merci. Prochaine diapo. Donc, voilà encore les nouveautés en ce qui concerne les sous-bénéficiaires pour cette année 2022. Donc, si un sous-bénéficiaire dépense déjà au-delà de 25 000 $, désormais, ils doivent remplir ce formulaire de rapport de dépenses. Si un sous-bénéficiaire dépense, si les dépenses d'un sous-bénéficiaire sont supérieures à 25 000 $, ils doivent remplir ce rapport de dépenses. Donc, on va trouver ci-dessus un schéma récapitulatif de manière dont le changement affecte le modèle et détenu. En ce qui concerne ce modèle bien rapport de dépenses, si un sous-récipiendaire bien sous-bénéficiaire a des dépenses supérieures à 25 000 $, il doit remplir son propre modèle.
Si un sous-bénéficiaire a des dépenses inférieures ou égales à 25 000 $, il soumettra sous le modèle du bénéficiaire principal. Un sous-modèle pour le sous-bénéficiaire avec des dépenses supérieures à 25 000 peut également avoir quelques dépenses de sous-bénéficiaires sous le modèle du partenaire principal si ils sont inférieurs à 25 000. Donc ici, si un sous-bénéficiaire a des dépenses supérieures à 25 000, il doit remplir un formulaire à part, son propre formulaire. Mais sinon, pour ce bénéficiaire principal, si ce bénéficiaire principal travaille avec d'autres partenaires qui n'ont pas dépensé, qui n'ont pas dépensé au-delà de 25 000 $. Donc, ça veut dire leurs dépenses vont être rapportées dans le formulaire du bénéficiaire principal. Donc, malgré qu'il y a d'autres bénéficiaires, il y a d'autres sous-bénéficiaires qui ont dépensé plus de 25 000, qui doivent remplir un formulaire à part. Donc, pour d'autres sous-bénéficiaires qui n'ont pas dépensé au-delà de 25 000, c'est le bénéficiaire principal qui doit toujours rapporter les dépenses dans son propre formulaire. Ça, c'est côté formulaire de dépenses. Maintenant, en ce qui concerne la DTIP, le bénéficiaire principal seront les seuls utilisateurs à soumettre les modèles. Donc, malgré qu'un sous-bénéficiaire qui dépense au-delà de 25 000 prépare son propre rapport de dépenses, mais pour soumettre ce rapport de dépenses, c'est la responsabilité du bénéficiaire principal. Le sous-bénéficiaire, des sous-récipiendaires enverront leur modèle rempli au partenaire principal pour soumission. Donc, le sous-bénéficiaire doit, après avoir rempli leur modèle, leur rapport de dépenses, ils doivent envoyer au niveau du bénéficiaire principal pour la vérification et la soumission dans DTIP. 2 mois de téléchargement de l'application ERP Processus, le modèle principal, le modèle de sous-bénéficiaire. Donc, quand on rentre dans DTIP, il y a ces 2 boîtes qui donnent la possibilité de télécharger le rapport du bénéficiaire principal et aussi télécharger le rapport du sous-bénéficiaire. Donc, le sous-bénéficiaire ne télécharge pas son rapport dans DTIP. Le bénéficiaire principal sera le seul utilisateur. Validation supplémentaire autour de sous-bénéficiaire, doublon total des dépenses et des premiers. Donc, il y a toute cette vérification qui est faite sous le rapport de sous-bénéficiaire. Donc, le bénéficiaire principal, en dehors de la soumission, doit aussi vérifier pour s'assurer que ce rapport est aussi bien préparé avant de le soumettre dans DTIP. Prochaine diapo. Donc, voilà le modèle MetaBieta. L'utilisateur pourra désormais sélectionner s'il s'agit d'un bénéficiaire principal ou d'un sous-bénéficiaire. Quand on regarde déjà tout premier capture d'écran, ça c'est pour le sous-bénéficiaire dans le modèle MetaBieta. Là, on voit, on doit sélectionner sous-bénéficiaire pour télécharger son modèle. Et pour le prime, pour le bénéficiaire principal, voilà le capture écran, deuxième capture écran qui montre comme on doit sélectionner pour le bénéficiaire principal avant de le télécharger. Prochaine diapo. Merci.
Donc, voilà les différents modèles, les onglets modèles de dépenses, le modèle de sous-bénéficiaire. Donc, si un sous-bénéficiaire dépense déjà plus de 25 000 $, il devait rapporter les dépenses par catégorie. Là, on voit déjà comment est-ce qu'on fait pour remplir. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dans les diapos. Allô? J'espère que la communication va mieux. Oui, Le oui, modèle, ça va. Il y a un problème? OK. Je voulais juste m'assurer que la communication est mieux. Le modèle principal, c'est le montant de bénéficiaires, le montant de dépenses de sous-bénéficiaires, comme les années précédentes. On a bien expliqué, si un sous-bénéficiaire dépend plus de 25 000 $, il doit rapporter il doit rapporter son dépense, il doit rapporter ou bien déclarer ses dépenses dans un rapport de dépenses séparé. Mais quand il s'agit d'autres sous-bénéficiaires qui n'ont pas dépensé, plus de 25 000 $, là, leurs dépenses vont être rapportées pas dans le modèle ou bien dans le formulaire du bénéficiaire principal. Prochaine diapo. Merci. Prochaine diapo. Donc voilà, ici, c'est comme une matrice des actions de collecte de sous-bénéficiaires. Et là, on va trouver sur-dessus un tableau qui aide à déterminer ce qui doit être soumis pour chaque mécanisme. Ici, si je suis un partenaire principal ou secondaire, si mes dépenses sont au-delà de 25 000, quelle action que je dois mener à mon niveau? Pour les partenaires principaux. Pour les partenaires principaux, il doit sélectionner Prime dans l'onglet Meta Data et Eros Check. Donc là, on trouve dans D6 jusqu'à R6 et ils doivent entrer les dépenses. Maintenant, pour les sous-bénéficiaires, avec les dépenses inférieures ou égales à 25 000, ils doivent travailler avec les partenaires principaux pour que leurs dépenses soient saisies dans leur modèle. Maintenant, il y a un autre groupe de sous-bénéficiaires qui dépensent plus de 25 000. Quelle action il doit sélectionner sous-bénéficiaire dans ce formulaire de rapport de dépenses? Il part au même onglet Meta Data et Eros Check. D6 à R6, il va entrer ses dépenses. Après avoir renseigné ce formulaire est envoyé au niveau de bénéficiaire principal une fois terminé. Donc, la différence entre le bénéficiaire principal et le sous-bénéficiaire qui a dépensé plus de 25 000, c'est au niveau de l'onglet dans Meta Biota. Le bénéficiaire principal doit sélectionner Prime et le sous-bénéficiaire doit sélectionner Sub-Panel, Sub-Beneficiary. Et maintenant, c'est les mêmes, dans le même onglet, ils doivent maintenant renseigner leurs dépenses. D6 à R6. Mais maintenant, pour les sous-bénéficiaires qui n'ont pas dépensé jusqu'à 25 000 ou bien au-delà de 25 000 $, ils doivent travailler avec le bénéficiaire principal pour que leurs dépenses soient saisies dans son modèle. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Donc, ici, ce sont les dates importantes pour ce rapport de dépenses pour du 4e trimestre. Il y a 2 phases. La phase de collecte des données à partir du 3 octobre
jusqu'au 11 novembre, c'est collecte de données, il y a une phase de nettoyage. Donc, à partir du 3 octobre, les utilisateurs de rapports de dépenses, donc, qui sont les partenaires principaux uniquement, demandent de nouveaux comptes ou bien ils réactivent les comptes déjà expirés selon leurs besoins. Et à partir du 3 octobre, DATEAM s'ouvre aux partenaires de mise en œuvre de télécharger les templates de rapport de dépenses. Et le 14 novembre, fin de la saisie de données dans DATEAM pour le rapport de dépenses de l'exercice. Donc, tous les templates devraient être soumis par le partenaire de mise en œuvre et approuvés par l'équipe du pays. En ce qui concerne la phase de nettoyage des données, ça commence le 1er décembre 2022. Il y a une réouverture de DATEAM pour le nettoyage et téléchargement des rapports de dépenses. Et le 16 décembre, clôture des périodes de nettoyage des données, de rapports de dépenses. Donc, tous les templates devaient être soumis par les partenaires de mise en œuvre et approuvés par l'équipe de pays. Donc, voilà le calendrier qu'on doit suivre pour le rapport de dépenses du 4e trimestre. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, voilà un rapport, le rapport de dépenses. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce rapport de dépenses pour l'année 2022? Donc, de quelles ressources as-tu besoin pour remplir? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour remplir ce rapport de dépenses? Il y a le budget par intervention. On avait défini l'intervention comme domaine de programme plus bénéficiaire. Donc, on doit avoir un budget par intervention. Donc, ça, c'est la première ressource. Deuxième ressource, le nouveau modèle doit être téléchargé dans DATEAM. Donc, à partir du 3 octobre, il y a la possibilité de télécharger, octobre 2022, il y a la possibilité de télécharger cette formulaire de rapport de dépenses dans DATEAM. Au-delà, il y a une guide de référence de classification qui aide la compréhension. Comment, quand il s'agit de... Dominique, si vous pouvez aller vite. Un peu doucement. Doucement, désolé, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, quelles ressources sont disponibles pour remplir le modèle de rapport de dépenses? Il y a d'abord le budget par intervention. Quand il s'agit d'intervention, donc la intervention, ça veut dire domaine de programme plus bénéficiaire. Donc, il faut ce budget. Deuxième élément, il y a ce nouveau modèle ou bien formulaire de rapport de dépenses qu'on doit télécharger dans DATEAM. DATEAM ouvre à partir du 3 octobre 2022. Ça donne la possibilité qu'on peut télécharger ce nouveau modèle. En troisième lieu, il y a ce guide de référence de classification. Là, on peut lire et comprendre quand il s'agit de domaine de programme, quand il s'agit de bénéficiaires, quand il s'agit de catégories de coûts. Il y a les explications qui aident la compréhension. Et là aussi, ça va aider aussi qu'on peut facilement remplir ce rapport de dépenses. Prochaine diapo. Donc voilà, on explique comment on peut télécharger et soumettre dans DATEAM. C'est un processus en 2 étapes dont l'utilisateur devait se connecter à DATEAM pour télécharger ce rapport. Donc, il doit télécharger sous l'application IRB Processor, soumettre sous l'application de validation et
USAID approuvera sous l'application de validation. Donc, voilà les étapes dont on doit d'abord accéder à DTIM à travers un compte. Comme expliqué, à partir du 3 octobre, il y a cette possibilité d'accéder à DTIM, soit avec un compte qui est actif, et si le compte est périmé ou bien expiré, on a la possibilité de le réactiver. Donc, dans le prochain diapo, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour réactiver ou bien pour créer un compte dans DTIM. Merci. Prochain diapo. Donc, compte dans DTIM. Donc, au moins, une personnel de chaque organisation partenaire principale devrait avoir un compte dans DTIM. Et ce compte va aider pour télécharger et soumettre ce rapport de dépenses. Et si vous avez une formulaire de budget ou bien un plan d'action, sinon, si vous avez utilisé DTIM dans 95 jours, au cours de 95 derniers jours, donc vous pouvez avoir accès à DTIM automatiquement. Mais si vous n'avez pas utilisé DTIM, ça fait déjà depuis 95 jours, donc vous devez créer un compte, demander un compte à nouveau. Vous inscrivez sur voilà le site pour avoir le site de DTIM pour créer un compte à nouveau. Merci. Prochaine diapo. OK, bon, Donc, Dominique, comme nous avons beaucoup de contenu, je crois qu'on va continuer avec la présentation et après revenir sur le Q&A si nous avons plus de temps. Mais je peux confirmer qu'avec l'appui de USAID Washington, nous avons commencé de répondre à vos questions sur la boîte Q&A. Donc, si vous pouvez continuer à nous donner vos questions sur la boîte, on va taper les réponses pour continuer avec la présentation. Donc, s'il vous plaît, nous donnez vos questions sur la boîte Q&A. On va taper les réponses et aussi on va circuler les questions-réponses après la présentation avec les diapos et l'enregistrement de la présentation. Donc, à vous, Dominique. I was just sharing to the team that we will continue with the presentation as we're running low on time. And try to answer any questions in the question and answer box. Donc, merci tout le monde. À vous, Dominique. OK, merci beaucoup. Maintenant, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour cette année? Prochaine diapo. Donc, les ressources de dépenses, les ressources disponibles, il y a cette orientation. Après 7 septembre, il y a ce modèle de rapport de dépenses qui est disponible, qu'on peut télécharger à partir du 3 octobre 2022, qui permettent aussi de commencer peut-être activer le compte de DTIM au même moment, pour ceux qui n'auront pas l'accès. De 2, il y a ce guide de référence de classification qui est mis à jour depuis janvier 2022. Il y a la possibilité aussi d'avoir ça sur DTIM. Troisième élément, il y a quoi de neuf pour le rapport de 2022? On vient on vient de revoir qu'est-ce qui est nouveau en ce qui concerne surtout les sous-bénéficiaires ceux qui dépensent plus de $25 000, qui doivent remplir un modèle, mais ce modèle doit être renvoyé chez le bénéficiaire principal qui doit soumettre, bien vérifier et soumettre dans DTIM.
Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, voilà, guide de référence. Guide de référence sur la classification des coûts. Ici, il y a certaines questions courantes. Un certain activité doit être classée dans les catégories. Ici, il y a prestation de services ou bien non prestation de services. Quelle catégorie de coûts doit choisir pour allouer les dépenses? Donc, quand on rentre dans ce guide de référence, il y a autant de questions qui sont posées et les réponses. Donc, naviguer sous DTIM, il y a directive PFA et dans ce guide de référence, il y a autant d'informations qu'on peut, apprendre. Il y a autant d'informations pour augmenter notre connaissance dans ce qui concerne ce rapport des dépenses PFA. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne les ressources, il y a ce guide étape par étape. Il y a les instructions. Quand on se voit sur le site de DTIM, il y a DTIM Training and Tutorials. Là, ce sont les instructions pour les utilisateurs du partenaire de mise en œuvre, pour le remplissage et soumission de formulaires. Il y a les instructions pour les utilisateurs sur le terrain, pour examiner, approuver ou bien rejeter les données. Il y a comment effacer les erreurs courantes, statut d'approbation et demander un compte utilisé dans DTIM. Donc, il y a toute cette possibilité, il y a toutes ces ressources qui sont disponibles sur le site DTIM. On peut accéder facilement à travers l'adresse web avec les étapes et tutoriels, avec les informations étape par étape qui peuvent nous orienter, guider comment faire une soumission dans DTIM. Prochaine diapo. Merci. Donc, en ce qui concerne les instructions, étape par étape, sous les erreurs, il y a les avertissements et la manière de réussir le téléchargement et la soumission. Donc, comment faire disparaître cette erreur? On voit tout ça, c'est toujours, il y a ça dans cette formulaire, il y a error check. Tout ça, c'est dans ce formulaire, liste de toutes les erreurs et tous les avertissements. Instruction étape par étape de manière de supprimer les erreurs et comment soumettre un modèle. Donc, si dans il y a la possibilité d'accéder aux différentes formations et d'autres informations qui peuvent nous aider, des instructions pour les utilisateurs. Merci. Prochaine étape. Prochaine diapo. Il y a aussi la possibilité d'avoir un ticket d'assistance. Donc, raison de contacter le service d'assistance. Donc, il y a cette possibilité. Quand on voit sur le diapo, on dit Submit a request à droite. Submit a request. Donc, il y a qu'est-ce qu'on peut vérifier? Il y a modèle non validé lors du téléchargement ou bien une possibilité de supprimer l'erreur après avoir vérifié les tutoriels, les informations sur la comment bien les formations dans DTIM. Il y a un mécanisme manquant dans DTIM, impossible de télécharger, impossible de rejeter. Donc, tous ces différents problèmes qu'on ressent pendant le remplissage du rapport de dépenses. Donc, il y a la possibilité aussi de soumettre une requête pour qu'on puisse facilement répondre à notre préoccupation. Merci. Prochaine diapo. Donc, il y a certaines ressources spécifiques. Il y a ce budget de l'année 2021. Il y a les directives additionnelles pour la création des rapports de données. Il y a les meilleures pratiques pour les rapports des partenaires. Il y a les cadres de qualité. Donc, tout ça, ce sont
les ressources spécifiques que USAID, au niveau de USAID, qui peuvent être distribuées, merci, à travers l'équipe de terrain. Prochaine diapo. Donc, assistance technique pour les partenaires locaux. Donc, grâce à ZAP, les consultants seront disponibles pour soutenir les partenaires locaux, uniquement en Afrique. Donc, pour cette année, durant tout le processus de rapport de dépenses, les partenaires auront, ceux en Afrique, uniquement en Afrique, auront les consultants qui vont travailler avec eux entre octobre et décembre 2022. Et les partenaires locaux seront bientôt informés de leurs consultants désignés. Et les consultants peuvent aider dans la catégorisation et répartition des dépenses, et comprendre dans la compréhension de cadres financiers tels que définis dans ce guide de référence, vérifier les activités exactes des données avant leur soumission, résoudre les erreurs des avertissements lors de contrôle de validation et naviguer le processus de soumission des données. Donc, ça, c'est autant de bénéfices que les partenaires uniquement en Afrique peuvent y avoir auprès des différents consultants qui vont être désignés à leur niveau. Et les partenaires locaux basés en Asie et dans l'Occident auront toujours un assistant technique disponible à travers le service d'assistance de USAID. Donc, c'est souvent ceux en Afrique qui auront un accompagnement un peu rapproché avec les consultants qui vont travailler auprès d'eux pour les guider comment mieux remplir ce rapport de dépenses. Merci. Prochaine diapo. Donc, il y a l'assistance technique pour les partenaires principaux. Donc, chaque équipe disposera d'un responsable d'appui au niveau de USAID qui va appuyer ce processus de rapport de dépenses. Les responsables d'appui finiront une supervision et une assistance technique de haut niveau. Et les questions concernant la catégorisation, la définition des domaines de programme peuvent être également acheminées vers à leur niveau. Mais sinon, pour toute question relative à la soumission de DTIM, il s'agit des erreurs lors de téléchargement, mot de passe oublié, message instantané qui n'apparaît pas dans DTIM et tous d'autres éléments, veuillez contacter le support technique de DTIM. Merci. Prochaine diapo. Il y a une question. Est-ce qu'on va prendre les questions ou bien on enchemine jusqu'à la fin et on prend les questions une fois? À vous, Lise. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Susan, do we have time for questions at this moment? I think it would be best to wait to the end because we still have a number of slides and we have 15 minutes left. Okay. Bon, donc tout le monde, nous avons que 15 minutes qui restent, donc on va continuer avec les diapos et le contenu. Et après, on va essayer d'avoir un peu de temps pour vos questions. Mais comme noté, nous continuons d'accepter vos questions sur la boîte Q&A. Et j'ai l'appui de USAID Washington en répondant à vos questions directement en français et en anglais. Donc, si vous pouvez continuer à nous donner vos questions sur la boîte questions et réponses, ça c'est comment on va continuer à répondre à vos questions. Et comme noté, la présentation avec l'enregistrement du présentation et les questions-réponses seront disponibles sur notre site web et circulées par email à tout le monde. Donc, merci beaucoup. À vous, Dominique. D'accord, merci Lise. Prochaine diapo. Utilisation des données financières PEFA. Donc, qu'est-ce que PEFA fait par rapport aux données qui sont soumises, considérant les données, pourquoi nous n'avons pas atteint 100% des objectifs? Comme expliqué, ici, ça donne la possibilité
aussi d'apprécier l'impact financier sur les aspects programmatiques. Donc, voilà en grosso modo pourquoi nous avons amélioré nos prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Donc, quand c'est à travers certains rapports de dépenses qu'on peut décider d'investir un montant important pour le groupe de personnes ciblées ou bien quels sont les types d'activités ou bien domaines de programmes que USAID peuvent investir. Donc, voilà pourquoi c'est important de préparer ce rapport parce que ça aide aussi de voir l'impact de financement sur les aspects programmatiques, comment le contrôle, la prévention de l'épidémie de VIH s'évolue dans l'ensemble au niveau du pays ou bien au niveau du monde. Merci. Prochaine diapo. Donc, il y a aussi la possibilité d'accéder aux données de rapport de dépenses. Les partenaires de mise en œuvre peuvent télécharger les données. Il y a ce qu'on appelle Spotlight. C'est une source de données publiques de PEPFAR. Les montants budgétaires sont indiqués et les dépenses des partenaires d'exécution de PEPFAR sont présentées au niveau du mécanisme total. Donc, voilà le site. Il y a la possibilité d'y accéder. Il y a le site de PEPFAR Panorama Spotlight qu'on peut accéder pour avoir cette donnée sur le reporting des dépenses. Merci. Prochaine diapo. Donc, il y a le tableau de bord de PEPFAR Panorama. Donc, c'est une visuelle, de gestion financière permettant d'examiner le financement total. Le partenaire de mise en œuvre de PEPFAR peuvent aussi examiner leur exécution. Donc, il y a la possibilité de contacter USAID à travers cette adresse si on veut savoir plus des informations sur les données financières analysées. Mais sinon, il y a la possibilité d'avoir toutes ces informations. Il y a ce Spotlight à travers cette adresse. OK. Peut-être prochaine diapo. Let's skip ahead from the Q&A into the last portion of the presentation. Donc, maintenant, on va aborder toute dernière partie de cette présentation. Donc, c'est la point de vue d'une partenaire de mise en œuvre qui partage les conseils, les astuces pour préparer un rapport de dépenses. Ça, c'est un exemple tiré de Elizabeth Glacier Pediatric Care Foundation. Merci. Merci. Prochaine diapo. Donc, le rapport de dépenses, ce sont les expériences, les perspectives d'un partenaire de mise en œuvre. Prochaine diapo. Donc, quelle est l'approche pour préparer ce rapport de dépenses? On dit le meilleur est l'ennemi du bien. Donc, on ne doit pas avoir une situation parfaite. Donc, ne laissez pas le meilleur voir l'ennemi du bien. C'est un exercice un peu complexe, dynamique. On est en train de vouloir obtenir des estimations qui représentent raisonnablement les réalités des dépenses. Donc, il ne faut pas essayer de reconstruire un système à partir de zéro pour capturer toutes les données à un niveau de précision très, très élevé. Ça, c'est la première astuce. Il y a l'aspect de dialogue et collaboration. Le rapport de dépenses implique d'autres partenaires, d'autres collaborateurs au sein d'une organisation de finances, ceux de programmes, ceux de suivi et évaluation. Donc, ce rapport devrait être achevé avec une étroite collaboration avec tous les parties prenantes. Il faut dialoguer, même avec le donateur, tout au long du processus de rapportage des dépenses. Troisième élément, l'apprentissage. Dans la mesure possible, l'organisation qui est en train de partager leur expérience s'engage à utiliser les données de rapport de dépenses pour en savoir plus sur
leur programme. Donc, ils sont en train de même utiliser ils sont en train de voir comment est-ce que ils sont en train d'utiliser ces données de rapport par rapport à leur programme pour savoir plus, notamment si ils sont en train d'investir d'une manière adéquate dans certains domaines, s'ils déposent déjà des ressources pour des domaines, hein, ou bien il y a des éléments de priorité stratégique qui ne sont pas, qui ne tiennent pas compte. Donc, c'est déjà à leur niveau, ils sont en train de vouloir voir comment, qu'est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce que leurs financements sont orientés vers les aspects programmatiques. Prochaine diapo. Donc, voilà une méthode, leur méthode en clin d'œil. Ils sont faits sur la base de LOI, donc l'attribution souvent de frais de déplacement. Il y a une allocation technique qui est faite, répartition la plus appropriée. Il y a aussi, ça dépend en fonction du volume des patients. Prochaine diapo. Donc voilà, tous ces différents éléments sont, quand il s'agit de coûts directs, salaires, sous-bénéficiaires et les autres coûts. Voilà ce qu'on utilise comme la clé. Il y a l'aspect de LOI, il y a l'allocation technique, il y a le volume des patients. Prochaine diapo. Merci. Maintenant, le processus de rapport de dépenses. Ça, c'est ce qui se passe à l'interne. Il construit et met à jour l'outil. On développe les allocations pour le personnel, on introduit les dépenses, on effectue les analyses. Il y a un examen de draft, on révise ce rapport de dépenses et ce rapport de dépenses est téléchargé dans DET. Donc voilà le processus qu'on utilise. On peut aussi tirer l'expérience ou bien aussi s'inspirer. On commence toujours avec, on construit à l'interne un outil, donc il faut confectionner un outil à l'interne qu'on peut utiliser. On doit développer les allocations. Quand on développe les allocations, on introduit les différentes dépenses. Effectuons les analyses, au moins travailler une draft, réviser ce draft et aussi télécharger. Donc, prochaine diapo. Donc, voilà le processus de rapport. Donc, lorsque vous saisissez les dépenses, vous pouvez également demander à l'équipe financière de faire correspondant des dépenses globales par catégorie de coûts avec les dépenses par catégorie de coûts traditionnels. Donc, par exemple, le somme de 3 lignes personnelles, cliniques, auxiliaires et autres correspondent aux dépenses totales de personnes dans votre système financier. Donc, c'est toujours cette collaboration, travailler avec le financier, travailler avec les programmes, et juste pour s'assurer que le coût global, et on a une bonne estimation du coût global. Merci. Prochaine diapo. Il y a quelque chose qui m'a... Allez-y. Donc, une approche est multidisciplinaire. Donc, on travaille avec les gens de programme. Il y a la suivi évaluation. Il y a des aspects de finance. On a ce qui concerne pour les programmes, il y a cette allocation technique. On est à la définition des allocations techniques, la triangulation des données et maintenant, on travaille avec finance. Diapo. Veillez à ce que les montants total sont même et sont alignés pour la période. Donc, quelles sont les leçons apprises? Les leçons apprises et les recommandations. En ce qui concerne le personnel, le fait que le haut direction élabore les allocations pour tous les personnels peuvent aider, peuvent aider qu'on peut obtenir une meilleure qualité de données
Pour les sous-bénéficiaires, l'équipe technique et les subventions peuvent travailler ensemble. Il y a une communication régulière avec le donateur. Prochaine diapo, merci. Donc, il y a un changement radical dans le codage et dans la saisie des données. Donc, un changement dans le codage et saisie des données n'est pas toujours nécessaire au conseiller. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut préparer un rapport de dépenses qu'on pense que non. Il faut un changement radical de données. Concentrons-vous davantage sur la façon dont vous pouvez adapter le système procédures existantes pour capturer les meilleures des données et moins sous la reconstruction des systèmes à partir de zéro. On ne doit pas reconstruire, plutôt essayer de trouver un nouveau ou bien essayer des exemples de modifications que nous avons inclus, plutôt trouver un nouveau logiciel de comptable ou bien changer fondamentalement la façon dont nous capturons les données financières. Nous avons modifié le modèle de budget pour clarifier quelques employés et travailleurs combattants sur le clinique des ressources. Donc, ça c'est... Pardon, Dominique, si vous pouvez approcher le micro, c'est un peu difficile de... D'accord. OK, merci. Prochaine diapo. Donc, on continue avec les leçons appui sur recommandations, énoncer vos hypothèses. Énoncer vos hypothèses. Les allocations et les hypothèses sont acceptables, mais énoncées et documentées clairement. Sinon, voilà, il y a un pool, un feedback que chaque participant peut remplir. On donne la possibilité, donc vous pouvez remplir cette feedback sur le webinaire. Et on continue avec les leçons apprises. Il y a cette prestation de service contre non-prestation de service. On fait simplement de votre mieux et concentrez-vous sur le bon domaine de programme. Pour les distinctions de prestation de service et non-prestation de service, les interventions face ne finissent pas par de financement pour les interventions non prestation de service suffisant. Commencez tôt, depuis par de travaux liés au rapport des dépenses peuvent être achevés bien avant que tous les données, toutes les dépenses ne soient saisies. Prochaine diapo. Merci. Je pense qu'on est à la fin. Peut-être le moment pour répondre à certaines questions. Ou bien ceux qui ont les questions peuvent aussi utiliser la boîte de questions et réponses. Merci beaucoup. Je te repasse la parole, Lise. Merci beaucoup, Dominique. C'était vraiment bien présenté. Et je voudrais vous remercier pour la présentation et à tous nos participants. Merci pour votre patience et votre participation aujourd'hui. Nous continuons d'accepter vos réponses sur l'enquête qui est sur votre écran maintenant. Si vous pouvez prendre un moment de répondre aux questions, je vois que tous les participants ont dit que le sujet du webinaire a été utile et applicable dans notre travail. Donc, merci pour ces réponses. Et aussi, je voudrais confirmer que cette présentation, par exemple, les diapos avec l'enregistrement du webinaire sera disponible sur notre site web et aussi sera circulé à tous nos participants par email. En plus, on a capturé toutes vos questions sur la boîte questions-réponses. On a essayé de répondre à chaque question en français et en anglais. Et on va aussi circuler les réponses, questions-réponses avec le webinaire. Et on va avoir ce document disponible sur notre site web aussi. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir votre présentation ou bien votre participation aujourd'hui. Et encore merci à Dominique. Donc, merci tout le monde. Bonne journée. Thank you, everybody.
Merci. Merci. Merci tout le monde.